Madame, mademoiselle, monsieur, TV Liberté a eu totalement raison de mettre en place de nombreuses plages spéciales pour vous informer de la réalité du drame sanitaire qui submerge notre pays et aussi nos voisins et amis européens. La rédaction de votre chaîne alternative a fourni quotidiennement, et va continuer de le faire, une information précise et vérifiée. Et je salue ce travail de réinformation nécessaire et exemplaire entrepris depuis plusieurs semaines. Les journalistes et techniciens de TV Liberté considèrent que, contre vents et marées, ils ont une mission de service public. C'est pour cela qu'ils vont tout mettre en œuvre pour continuer à vous proposer un programme quotidien de qualité. Retrouver le journal télévisé, découvrir les meilleurs moments des programmes de la chaîne, renforcer l'actualité en continu sur notre site tvliberté.com, assurer une présence accrue sur les réseaux sociaux, telle est notre volonté commune. Et nous allons le faire dans le respect des décisions des autorités et dans le souci d'assurer la sécurité de tous, ce qui complique durablement notre tâche. D'ores et déjà, je vous demande de votre côté de prendre le temps de regarder TV Liberté en priorité, de faire preuve aussi de bienveillance devant des programmes difficiles à construire et de nous aider à traverser cette période difficile aussi pour tous. Au nom du président de la chaîne, Philippe Millot, je transmets à toute la communauté des donateurs et des téléspectateurs de TVL un salut cordial. Prenez soin de vous. Bonjour à tous, bonjour chers amis, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, nous allons parler de banque et de banksters avec Jean-Pierre Chevalier. Bonjour Jean-Pierre Chevalier. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau de Politique et Économie. Vous êtes économiste, mais vous êtes surtout monétariste. Et vous avez un blog qui est très riche et très intéressant et que je suis avec intérêt, c'est chevalier.biz, chevalier avec 2 L. Alors, nous allons dérouler une réflexion sur la monnaie et sur les banques, comme à l'accoutumée dans cette émission, mais en allant aussi sur une certaine actualité. Mais on va faire des rappels très simples pour le démarrage, et notamment, je vais vous poser une question très basique, mais au fond, l'argent, c'est quoi? Ça marche comment? Parce que, vous savez, je dis souvent, la monnaie si proche, parce qu'elle est là, dans notre portefeuille, et si lointaine, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Ben oui, justement, parce que la plupart des gens, donc on utilise toujours de la monnaie, de l'argent tous les jours, tout le temps, mais on ne sait pas, généralement, les gens ne se posent pas la question qu'est-ce que c'est que la monnaie, comment ça marche, d'où ça vient, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est pourtant très, très, très important. Donc la monnaie, ça a été créé il y a déjà presque 5000 ans environ, et c'est quelque chose de très important. La monnaie qui a été créée pour pouvoir multiplier les échanges. Donc, et en quelque chose également qui était très important, qui a été créé, qui a été imaginé il y a 5000 ans, c'est la comptabilité en partie double. Ah ben c'est ça, partie double, hein, 2 parties, débit-crédit. Débit-crédit. Donc à cette époque-là, ils n'avaient pas d'ordinateur, hein, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient de petites tablettes en argile. Oui. Et ils les cassaient en 2. Ah oui, c'est ça. Ah, donc oui. Débit-crédit. D'accord. Et pour terminer, donc terminer les comptes, les prêts, les remboursements, etc., il fallait rassembler les 2 morceaux de la tablette en question. Donc ça a été imaginé il y a plus de 5000 ans. C'est le génie humain, là, il est précoce en matière monétaire. C'est extraordinaire. Parce que donc ça a permis à toute l'humanité de pouvoir faire des progrès absolument considérables parce que les gens ont pu se spécialiser dans une activité précise. Oui. Donc il y avait, on va en parler, le paysan de Böhm-Bawerk qui faisait du fromage, il y avait le boulanger, etc. Donc ils ont pu multiplier les échanges grâce à la monnaie. Ouais. Et ça a été créé il y a plus de 5000 ans.
Et ensuite, donc, ça s'est développé, effectivement. Et quelque chose qui est important, c'est un économiste que j'aime bien citer généralement, c'est von Bawerk, qui est un économiste autrichien qui est né en 1850. Donc il a travaillé et il a fait ses travaux essentiellement à la fin du 19e siècle. Et pour faire comprendre ce que sont les mécanismes économiques et monétaires, il a utilisé cet exemple du paysan qui s'établit en montagne. Donc j'en avais déjà parlé l'an dernier quand on s'était vu. Oui, dans une précédente émission que vous avez faite. Donc il est établi dans la montagne, il vend ses fromages sur le marché de la ville aux alentours et donc il reçoit de l'argent. Donc quelque chose qui est très important, c'est qu'il crée de la valeur à partir du moment où des clients lui achètent ses fromages. Donc la création de valeur se fait lorsque les clients achètent. Autrement dit, la valeur se trouve dans l'échange. Elle se trouve dans l'échange, effectivement. Elle n'est pas donnée en soi. S'il ne vend pas ses fromages, c'est un objet, le fromage est un objet qui n'a aucune valeur économique. À partir du moment où un acheteur accepte de lui payer en valeur monétaire, dans ce cas-là, ça devient un produit. Il ajoute une valeur, c'est une création de valeur. Et la création de valeur va s'accompagner d'une création monétaire. Les deux vont ensemble, création monétaire et création de valeur. Donc vive la monnaie. Ben oui, effectivement. Alors ensuite, le paysan en question, qu'est-ce qu'il fait? Il veut manger du pain avec son fromage. Et le boulanger, lui, veut manger aussi du fromage. Donc, il va acheter. Donc, ça circule. La monnaie circule. L'argent circule très rapidement. Le paysan en question, le matin, lorsqu'il arrive sur le marché, il vend tous ses fromages. Et une fois qu'il a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter du pain, il va acheter tout le reste. Il va acheter également ce qui lui est nécessaire pour travailler dans son exploitation, des outils, du matériel, etc., etc. Et à midi ou en début d'après-midi, il remonte dans sa montagne, il n'a plus d'argent. Donc l'argent circule à toute vitesse. Et le boulanger, que fait-il? Lui, le boulanger, il vend du pain toute la journée, il a de l'argent en fin de journée, beaucoup d'argent, et même en Suisse, donc il peut y avoir des voleurs, et effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose son argent à la banque. Et la banque, que fait-elle? Elle lui donne un reçu. Et dans ce cas-là, la monnaie devient scripturale. Donc, l'argent en billets, donc au départ, on a une création de valeur, création monétaire, l'argent se trouve sous forme de billets et ensuite sous forme d'inscription scripturale. Donc, et là, on a un système qui fonctionne parfaitement bien. Et ensuite, le boulanger, que fait-il? Il va payer son fournisseur de farine. Oui, bien sûr. Et comment va-t-il faire? Il va demander à sa banque de virer de l'argent de son compte au compte du fournisseur de farine. Que va faire le fournisseur de farine? Il va payer ses salariés. Donc il va demander à la banque des billets de banque pour payer les salariés. Et que vont faire les salariés du fournisseur de farine? Ils vont acheter du fromage. Donc on a une circulation monétaire. Les billets circulent sous forme, donc l'argent, la monnaie circule sous forme de billets et sous forme d'inscription scripturale. Alors je vais compliquer les choses maintenant. Mais un des ouvriers a besoin de s'acheter une maison. Il va voir la banque, il va faire un emprunt. Oui, attendez. Alors, je vais trop vite. Oui, parce que vous allez trop vite, là, je voulais vous interrompre. Je suis impatient de connaître la suite. Il y a, donc là, on fait une pause en quelque sorte. Les billets et la monnaie qui se trouve, l'argent qui se trouve en scriptural qui est écrite, constitue ce que l'on appelle l'agrégat monétaire M1. Voilà, M1. Donc, pour ce qui concerne la monnaie, il faut bien voir qu'on a fait des progrès depuis le 19e siècle et on considère qu'il existe différents agrégats monétaires. Donc, l'agrégat monétaire M1, donc c'est la lettre M pour monnaie, et 1, c'est le premier agrégat monétaire qui comprend donc les billets
en papier, les papiers. et l'inscription, La monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est-à-dire donc l'encours des comptes bancaires, du compte courant. Voilà, c'est ça. Alors vous venez de dire justement, vous allez juste un petit peu trop vite, parce que ce soit le boulanger, etc. Donc les gens vont commencer à partir d'un certain moment, y compris le paysan de Böhmerwerk, à gagner de l'argent et n'être pas obligés de dépenser tout leur argent tout de suite. Que vont-ils faire? Ils vont épargner. Ils vont épargner, et c'est-à-dire qu'ils vont déposer de l'argent sur un compte, et un compte qui sera rémunéré. Et c'est cette démarche qui est extrêmement importante. Donc, cette épargne constitue ce que l'on appelle l'agrégat monétaire M2 moins M1. M2 moins M1. M2 oui, moins M1. Donc, ça a été défini de cette façon. Oui. Et alors, c'est très important d'étudier la variation de M2 moins M1, c'est-à-dire de l'épargne des ménages, parce que ça signifie, si les ménages épargnent, ça signifie qu'ils ont confiance en l'avenir, qu'ils ont confiance en la monnaie. Ils peuvent épargner aussi parce qu'ils ont peur de l'avenir. Oui, mais... l'épargne de précaution. Oui, c'est l'épargne de précaution. Oui. Donc, il faut interpréter, effectivement. Oui. En fait. Donc, les variations de l'épargne sont très importantes. Et c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et on le voit encore maintenant. On a vu, avant l'élection de Donald Trump aux États-Unis, que les Américains épargnaient de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas confiance en l'avenir. Ils n'avaient pas tellement confiance en Hillary Clinton. Non, Hillary Clinton non plus. Oui. Donc, et une fois que Donald Trump a été élu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont épargné de moins en moins. En fait, l'augmentation de l'épargne a baissé. Donc là, en l'occurrence, c'était une épargne de précaution, alors. Avant, c'était une épargne de précaution. Ensuite, après l'élection de Donald Trump, on voit la variation de l'épargne M2-M1 baisser de 7% à 3%. Oui. Pourquoi? Parce que les Américains ont confiance en l'avenir. Ils disent, mais Donald Trump va nous sauver, on va gagner de l'argent, on va travailler, on va avoir... Donc, on n'a pas besoin d'épargner. D'accord. Et ensuite, que s'est-il passé à partir du moment où il a lancé cette guerre commerciale contre la Chine? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont eu peur. Ils disent, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas une bonne chose, ça. Et ils augmentent leur épargne. D'accord. Et donc on en est là à l'instant. Donc c'est quelque chose qui est très important de voir comment s'effectuent ces variations de la masse monétaire M2 moins M1. Il existe un troisième agrégat que je voudrais vous entendre citer, qu'on appelle le M3. M3 moins M2. Moins M2, bien sûr. M3 moins M2. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans, alors? C'est la trésorerie des entreprises. Alors, le boulanger, le paysan de Böhmerwerk, etc., au bout d'un certain temps, se constitue sous forme de société. Il constitue une entreprise. Et l'entreprise a une trésorerie. L'entreprise a de l'argent ou pas. Oui, bien sûr. Donc, c'est cet agrégat M3 moins M2 qui est très important. Et c'est tellement important que lorsque Ben Bernanke a été désigné donc président de la Banque centrale américaine, la Fed, il a supprimé la publication des chiffres de M3 moins M2. Et pourquoi donc? Parce que les monétaristes, il y a aux États-Unis des monétaristes, il n'y en a pas en Europe, pratiquement pas. Donc les monétaristes connaissent les variations de cet agrégat M3 moins M2 et on aurait pu voir la bulle monétaire qui était en train de se développer aux États-Unis. Et il n'était plus possible de le voir à partir du mois de février 2006, lorsqu'il a été désigné président de la Fed. Et donc les Américains savaient très bien, enfin les dirigeants américains, ceux qui défendent les intérêts de l'Amérique, savaient très bien que quelque chose de très grave se passait, à savoir qu'il y avait une hypertrophie de la masse monétaire, c'est-à-dire une création monétaire indue qui s'était développée auparavant. C'est très important. Vous avez parlé de bulle, vous parlez de création monétaire indue. Nous sommes là entrés dans une zone dangereuse et nous allons en profiter pour faire une pause et nous explorerons cette zone dangereuse après la pause.
Alors, chers téléspectateurs de TV Liberté, dans Politique Économie, nous arrivons maintenant dans une zone un petit peu dangereuse en compagnie de Jean-Pierre Chevalier. Jean-Pierre Chevalier, chevalier.biz. Voici un graphique que je montre ici. On voit, il sera montré évidemment derrière moi, parce que nous arrivons à une idée que le grand public connaît mal et sur laquelle j'aimerais que vous nous éclairiez. Ce que les anglo-saxons appellent leverage, qui est le multiple d'endettement. C'est-à-dire, et vous allez m'arrêter si je dis une bêtise, la capacité qu'ont les banques de prêter au-delà de certains seuils. Ou en deçà de certains seuils. Oui. Alors expliquez-nous cela. Alors, les banques, si on veut comprendre ce qui se passe dans les banques, c'est très simple finalement. Ou alors, vous allez voir un banquier, il va vous dire c'est très compliqué. Oui. Donc, faites-moi confiance, non, ne cherchez pas absolument. à comprendre. C'est pour ça que je n'ai pas fait venir un banquier. Oui, oui, vous avez bien fait. Donc, moi, au contraire, donc, je suis comme, donc, je reprends en fait les idées d'Alan Greenspan qui disait mais tout est très simple, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une banque? C'est une entreprise qui prête l'argent qu'elle a, c'est-à-dire ses capitaux propres. Oui. Et elle prête également de l'argent qu'elle n'a pas, mais qu'elle emprunte. Ah. Alors ça, c'est dangereux. Oui. Mais oui, mais on a fait beaucoup de progrès depuis des siècles, depuis des millénaires et tout. Et maintenant, on considère qu'il est sage pour une banque de prêter de l'argent jusqu'à ce tant que la banque n'a pas plus de dette, pas plus de 10 fois le montant de ses capitaux propres. Donc, ce qu'on appelle les capitaux tangibles. Les capitaux propres tangibles, c'est-à-dire les véritables capitaux propres d'une entreprise, d'une banque. Mais 10 fois, c'est beaucoup quand même. 10 fois, c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup. Ah bon? Finalement. C'est une norme. C'est une norme de gestion prudentielle d'endettement. Donc, c'est un multiple d'endettement, un leverage, comme on dit donc en anglais. Et on observe que généralement, dans la plupart des cas, lorsque les banques respectent cette règle prudentielle d'endettement, c'est-à-dire lorsque leur dette ne dépasse pas 10 fois le montant de leurs capitaux propres tangibles, ben ça va. Bon. Par contre, si elle dépasse ce maximum, ça ne va pas. Vous nous avez parlé, vous avez cité, juste avant la fin de la pause, le terme hypertrophie monétaire. Oui, parce qu'il y a il y avait une bulle monétaire qui s'était développée aux États-Unis au début des années 2000, parce que beaucoup de banques commençaient à ne plus respecter la règle prudentielle d'endettement qu'Alan Greenspan avait établie dans les années 80. Et donc, petit à petit, les banquiers ont prêté de plus en plus d'argent. Et donc, j'ai pu reconstituer j'ai repris donc les bilans, en particulier de Citigroup, depuis le début des années 2000. Et on voit sur ce graphique que le multiple d'endettement a progressé considérablement, surtout à partir de 2006, pour atteindre en 2008 65. C'est-à-dire que Citigroup, mais les autres banques aussi américaines... de 10 à 65, c'est ça? Oui, Citigroup les dettes de Citigroup représentaient 65 fois le montant de ses capitaux propres tangibles. C'est absolument considérable. Et pourquoi? Parce que Citigroup et puis les autres banques américaines ont prêté trop d'argent. Il y avait trop d'argent en circulation aux États-Unis. À quoi donc servait cet argent? Eh bien, les banques prêtaient de l'argent aux Américains pour qu'ils achètent des maisons. Donc, les banquiers savaient très bien, les banksters, savaient très bien que les Américains qui empruntaient ne rembourseraient pas. Ils s'en fichaient parce qu'ils avaient revendu ensuite l'ensemble de ces dettes. Vous allez un peu vite peut-être pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire que ces prêts, ils les avaient titrisés. Ils les avaient titrisés, voilà. C'est-à-dire qu'ils en avaient fait des titres qu'ils avaient revendus, oui, comme ils avaient revendus, donc ils s'en étaient débarrassés. Voilà. Il a dit, les autres, ils vont se planter. Et la solvabilité des ménages n'était pas tout à fait établie. Bien sûr, donc ils savaient très bien au départ. Et il y a eu trop d'argent en circulation. Ce qui est important, à la limite, ce n'est pas en fait que les Américains n'aient pas pu payer leur maison, mais c'est cette bulle monétaire, c'est ça qui était très grave. Alors comment l'ont-ils crevé alors? Tout simplement, méthode américaine,
Ils ont flingué une banque, c'était la banque Lehman Brothers. Lehman Brothers, flingué, donc... Bon, ils l'ont mis en faillite parce que Lehman Brothers, à cette époque-là, avait un multiple d'endettement, leverage, de 32. Bah, c'était pas le pire, c'est moins que Citigroup. Bah oui, c'était beaucoup, c'était moitié de Citigroup. Oui, mais ils ne pouvaient pas flinguer Citigroup parce que Citigroup, c'est une banque trop importante. Il y a des millions, des dizaines de millions d'Américains qui sont clients de Citigroup. Ça, ouais. Ça a été... Donc, Tandis que Lehman Brothers, c'était fail. une banque d'affaires. Ah oui. Donc, une banque d'affaires... C'est pas grave parce une banque d'affaires n'a pas beaucoup de clients et ce sont des entreprises. Donc Lehman Brothers. Donc Lehman Brothers terminé a été flingué. Flingué par les autorités, ce qu'on appelle les autorités monétaires, les autorités américaines, c'est-à-dire le gouvernement et la Fed. Donc ils se sont débrouillés, ils ont le téléphone. Et à l'époque c'était Bernanke. Bernanke, oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc Paulson. Oui, Paulson, Henry Paulson, qui était le secrétaire d'État au Trésor. Au Trésor, voilà. Donc ils se sont entendus, donc ils ont fait ça, et ils ont dit, attention, on en a flingué un, on a des munitions, on a des armes, le premier qui bouge, on le flingue également. Donc qu'est-ce qui s'est passé en un an, en moins d'un an? Donc Citigroup, je reprends tous les bilans des banques, etc. Oui. En un an, le leverage, le multiple d'endettement qui était à 65 est retombé à 15. Oui, qui était à peu près normal. Et ensuite, que depuis cette époque-là, depuis une dizaine d'années, le leverage a continué à baisser et on est actuellement, Citigroup, à moins de 10 comme multiple d'endettement, c'est-à-dire que le total de ses dettes est inférieur à 10 fois le montant de ses capitaux propres et ça marche. Et les autres banques américaines, c'est exactement la même chose. Oui, mais... Par contre... Voilà. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Alors, si vous voulez bien, on va garder l'Europe pour tout à l'heure. C'est le dessert, si vous voulez. Bon, parce que entre-temps, c'est un gros morceau, c'est un gros gâteau, Mais entre-temps, quand même, le fait que les banques étaient ramenées à la raison par le Trésor et la Banque centrale américaine a eu quand même des conséquences sociales. Oui, il y a eu une grande, ce que les Américains ont appelé une grande récession. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de chômage, d'entreprises, etc. Mais oui, mais qui ont perdu leur maison. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a fallu faire éclater cette bulle monétaire. Ouais. Alors j'ai réussi à reconstituer. Donc Ben Bernanke, je vous avais dit, avait fait en sorte qu'il ne publie plus les chiffres de M3 à partir de du moment où il a dirigé la Fed. Pardon. Et par contre, donc cet agrégat monétaire M3 moins M2 est composé d'une demi-douzaine d'éléments. Et sur ces composantes en question, j'ai réussi à en trouver, disons, 4. Il m'en manque une ou deux. Oui. Donc j'ai reconstitué la bulle monétaire en question. Et cette bulle monétaire était de 2900 milliards de dollars environ. Oui. Donc c'est énorme. Ça représentait 36% du PIB, alors que normalement, ça n'aurait pas dû dépasser 20% du PIB. D'accord. Donc cette bulle monétaire a été éclatée et l'argent est redevenu sain aux États-Unis. Alors ça, c'est le premier pilier des Reaganomics. C'est l'expression, donc c'est l'adage qui a été développé par Arthur Laffer, disant mais ce qui est important dans une nation, le premier pilier des Reaganomics, c'est l'argent sain, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de création monétaire indue. La création monétaire doit s'accompagner de la création de valeur. Voilà. C'est-à-dire, on en revient en quelque sorte aux paysans de Bundaberg. Lorsqu'ils créent des fromages, lorsqu'ils ajoutent une valeur, c'est la valeur ajoutée, le PIB, la masse monétaire doit augmenter de la même façon. Voilà. Et le rapport entre les deux doit être toujours le même, aux alentours de 80%. Ouais. On pourrait presque faire une comparaison physiologique, en quelque sorte. Dans l'organisme économique, le sang croît en fonction de la croissance de l'individu, par exemple. Oui, les économistes au XIXe siècle ne raisonnaient pas de cette façon. Oui. Ils avaient compris que l'argent circulait. Ils parlaient de circulation monétaire. La circulation monétaire, c'est exactement la même chose, sauf que le rapport est inverse. Oui. Donc ce n'est pas la masse
monétaire sur le PIB, c'est le PIB Mais sur la masse monétaire. Alors, Mais il y a autre c'est le chose même aussi. problème. Avant d'explorer ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, il y a quand même quelque chose. C'est que du même coup, vous nous dites que la monnaie est devenue saine. Or, ça renforce la prééminence du dollar. Mais bien sûr. Et donc, les Américains, d'abord, ils ont encore des taux d'intérêt positifs, enfin, sur certains produits, sur certains services financiers. Et puis, une fois de plus, la domination du dollar bien est sûr. assurée. Mais, oui, ce qui est important, donc, à chaque fois, quand on observe les problèmes monétaires, ce qui est important, c'est que lorsqu'une nation a une monnaie saine, a un PIB, une création de valeur importante, c'est une nation dominante dans le monde. Elle domine sur le plan économique, elle domine également sur le plan monétaire. Et vous qui êtes historien, donc pendant 4 siècles au moins, il y a eu une monnaie qui a dominé le monde entier, c'est le thaler. Le thaler qui était la monnaie de l'Empire... c'est une invention allemande. oui, c'est de l'Empire du Saint-Empire romain germanique. Voilà. Et le thaler a donné dollar d'ailleurs. Et voilà. Donc, c'est exactement cela. Donc, pendant 4 siècles, le thaler donc, du Saint-Empire romain germanique a dominé le monde entier. Et Bernard Lugan, par exemple, qui est bien connu des téléspectateurs de Télé-Liberté, rapporte que le sultan de Zanzibar faisait payer l'exportation, le passage des esclaves qui partaient en Arabie, dans les pays arabes, un thaler par esclave qui monte sur un bateau. Donc c'était la monnaie mondiale pendant 4 siècles. Et maintenant, c'est le dollar. Pour les mêmes raisons, parce que c'est l'économie américaine qui domine dans le monde. Et Donald Trump dit, notre première arme, c'est le dollar. C'est notre PIB et c'est notre monnaie également. Le dollar est la monnaie mondiale de référence actuellement parce que l'argent est sain. Et c'est la raison pour laquelle les Américains, les autorités américaines ont développé, donc ont fait éclater cette bulle monétaire de façon à ce que l'argent reste sain aux États-Unis. Autrement dit, si je vous comprends bien, l'opération Lehman Brothers est une opération sanitaire interne, mais une opération de sauvetage externe de la valeur du dollar. Effectivement, oui. Et donc une opération puissamment politique et géopolitique. Et bien entendu. Oui. Et donc, ça s'est passé en 2008. Donc, actuellement encore, on est... pourquoi l'Amérique est-elle dominante actuellement? Pourquoi y a-t-il tant d'emplois et très peu de chômage et tout? Bien parce que la monnaie a été remise à flot, la bulle monétaire a été éclatée en 2008 et 10 ans après, la croissance continue et jamais les États-Unis n'ont connu une aussi longue période de prospérité qu'en ce moment, grâce à la grande récession. Au fond, la récession, ils l'ont fait payer aux autres, finalement. En particulier, ils l'ont payé eux-mêmes. Les Américains en ont subi. Alors, mais on la considère comme une purge, en quelque sorte. Ah oui, c'est une purge, mais après, finalement, tout va bien. Donc, c'est en quelque sorte comme une personne qui est malade. Donc, à un moment, il faut faire une opération. Oui. Une fois que l'opération est douloureuse... On a amputé l'économie américaine. On a amputé l'économie. Oui, mais maintenant, ça va très bien. Ah oui. Mais cela étant, on pourra vous reprocher d'être trop déterministe, c'est-à-dire de ne voir dans la puissance qu'une seule cause, la cause monétaire. Mais ça... c'est le fondement même. Oui. C'est l'observation de ce qui se passe. Donc moi, je ne développe pas des idées. Je parle de l'observation de la réalité, des chiffres. Qu'en est-il des chiffres de la masse monétaire M1, M2, M3, des bilans des banques? C'est l'analyse précise de la réalité qui est importante. Et alors, vous venez de nous démontrer que la purge a restauré la puissance du dollar et en partie celle de l'Amérique. Et à contrario, je vais avoir tendance, évidemment, à dire que je connais une zone beaucoup plus faible sur le plan politique, diplomatique, et probablement économique, mais moins sur le plan économique, qui, elle, n'a pas réussi à se purger de son hypertrophie monétaire. J'ai nommé l'Europe. Oh, c'est bien ça? Eh oui, effectivement. Bon, eh bien, nous allons en parler dans la dernière partie.
Alors, chers amis, l'Europe, elle, est une zone de faiblesse, une zone d'incertitude sur le plan monétaire, parce que, Jean-Pierre Chevalier, vous nous indiquez que pour ce qui est de l'effet de levier, pour ce qui est du dépassement des fonds propres et des emprunts, alors là, les banques, et dont beaucoup de Françaises, sont des championnes. Oui, parce que donc aux États-Unis, les autorités américaines ont fait éclater cette bulle monétaire. Ils ont flingué des banques. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Absolument pas. Par exemple, Sarkozy avait dit « Soyez tranquille, avec moi, aucune banque ne fera faillite ». C'est justement ce qui est inquiétant, ce qui est très grave. Parce que les banques en France et puis dans la zone euro ne respectent pas cette règle prudentielle d'endettement. Elles ont des multiples d'endettement qui sont considérables. L'une des banques françaises, par exemple, qui a le multiple d'endettement le plus faible, c'est le Crédit Agricole, qui a un multiple d'endettement de 25 seulement. Oui. Mais la Société Générale, par exemple, a un multiple d'endettement de 42. Donc, c'est-à-dire que la Société Générale, les dettes de la Société Générale sont 42 fois plus importantes que ses capitaux propres tangibles. Et je vous rappelle que la banque Lehman Brothers avait été déclarée en faillite parce qu'elle avait 32 de multiples d'endettement. Donc la Société Générale, c'est nettement pire que Lehman Brothers. BPCE, qui est le groupe BPCE, qui comprend Natixis, et puis les caisses d'épargne en particulier, a un leverage de 33. Donc ça, c'est-à-dire le même leverage que la banque Lehman Brothers lorsqu'elle a été flinguée par les autorités américaines. Dit, si j'étais gros épargnant, je ne prêterais pas à des banques européennes, je prêterais à des banques américaines. Oui. Ce qui aurait pour effet de faire remonter le dollar, d'ailleurs. Oui, et c'est pas tellement les prêts qui sont importants, mais en fait, que font les investisseurs? Les bons investisseurs, les bons spéculateurs, ceux qui voient juste et loin, ils placent leur argent dans des actions américaines. Dans des actions de banques américaines. La capitalisation boursière des banques américaines est de l'ordre de 200 milliards de dollars environ. 200 seulement 300 milliards pour JP Morgan, par exemple, mais souvent 200 milliards pour Bank of America, par exemple, alors que la banque française qui a la plus grande capitalisation bancaire, c'est BNP, qui a une capitalisation boursière aux alentours de 50 milliards seulement. Mais les autres banques françaises ont une capitalisation bancaire très 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 faible. Pourquoi? Parce que les investisseurs, d'une façon générale, qui sont les investisseurs avisés, vont acheter des actions des banques américaines parce qu'ils sont un bon multiple d'endettement, ils ne sont pas surendettés, alors que les banques françaises en particulier et des banques européennes également ont des multiples d'endettement qui sont considérables et elles sont au bord de la faillite. Alors c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est très grave parce que des banques qui sont sur le point de faire faillite, c'est très très grave, et quand il n'y en a pas qu'une, mais quand il y en a plusieurs, et surtout que ces banques sont très très importantes. Par exemple, BNP avait le total des actifs, le total du bilan de la taille BNP de bilan était supérieur au PIB de la France. Oui, absolument. C'est absolument dingue. 2400 milliards. 2400 milliards. Ouais, ça, voilà. Donc, ils avaient 2500 milliards de total de bilan au troisième trimestre. Alors que la plus grande banque américaine, c'est JP Morgan, qui a 2600 milliards, 2700 milliards d'actifs de total du bilan. C'est 12% du PIB. Oui. Les Américains disent « Ouh là là, mais c'est horrible, on a des grandes banques, mais elles sont trop grosses pour faire faillite, justement. » Mais voilà, et elles ne représentent, la plus grande banque américaine son total du bilan ne correspond qu'à 12% du PIB, alors que BNP avait un total du bilan supérieur au PIB de la France. Et ceci peut expliquer le fait que dans sa campagne électorale, là je fais de la politique,
M. Macron a été puissamment aidé par 2 hauts membres de la BNP. Ben oui, parce que donc la BNP, le gouverneur de la Banque de France a été l'un des dirigeants de BNP. Donc c'est... Et ce gouverneur de la Banque de France s'appelle M. Christian Noyer. Oui. Et vous avez eu des soucis avec lui parce que vous avez mis en cause son endettement. Alors là, je crois qu'il faut que vous en parliez, puisqu'il vous a fait un procès en diffamation. Et je lirai tout à l'heure le jugement. Intéressant. Vous avez gagné. Oui. Alors, quel était le motif exact ? Alors, en 2013, la Banque de France avait publié un bilan en disant « Tout se passe bien, nous avons gagné 2,441 milliards d'euros de bénéfices. » Et non, ils ont déclaré des bénéfices pour un montant de 2,4 milliards. Oui, mais en décryptant bien les comptes de la Banque de France, je me suis aperçu qu'ils avaient perdu 31 milliards 900 millions sur le stock, la dépréciation du stock d'or de la Banque de France. Donc, précédemment, il y avait eu une crise donc en Europe et en France en particulier, et l'or avait monté, le prix de l'or avait monté d'une façon très 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 importante. Et le stock d'or ensuite de la Banque de France, qui a été évalué au cours normal, donc au cours du marché, a baissé. Donc il y a eu une perte de presque 32 milliards en 2013. Et j'avais fait un article là-dessus en disant, bah oui, parce que ils manipulent un petit peu les comptes, le bilan, etc. Ils ont isolé cette perte du reste. Il y a des commissaires aux comptes pour la Banque de France ou pas ? Oui, mais donc c'est certifié par des commissaires aux comptes. Mais attention, ils certifient que les comptes de la Banque de France sont conformes aux règles de la BCE. Oui. Mais ils ne certifient pas qu'ils sont sincères et véritables aux règles IFRS. C'est-à-dire aux règles comptables ordinaires. Aux règles prudentielles, oui. Non, aux règles normales. Aux règles comptables normales. Donc, leur astuce, donc, c'est un petit peu trop technique pour oui, bien sûr, mais c'est un petit... Mais donc, en fait, les pertes de 32 milliards, ils ne les mettent pas dans le résultat final, mais ils les collent dans un autre compte isolé. Et donc, j'avais fait un article là-dessus. Ils m'ont poursuivi pour diffamation, etc. Et donc, ça s'est mal terminé pour eux parce que... Devant la 17e la 17e chambre. Donc, la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a condamné, en quelque sorte, la Banque de France et son gouverneur à la nullité. Voilà. Donc leur action a été considérée nulle. Et donc je m'amuse depuis cette époque-là en parlant, pour ce qui concerne les gens de la Banque de France, des nuls. Ils ont été jugés nuls par le tribunal D'ailleurs, j'ai ici les motifs, le jugement. En conséquence, il est lieu de faire droit à l'exception de nullité soulevée. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de Jean-Pierre Chevalier, prévenu de Christian Noyer de la Banque de France, partie civile, fait droit à l'exception de nullité soulevée en défense sur le fondement de l'article, etc., etc. Déclare nulle la citation directe délivrée le 30 avril contre Jean-Pierre Chevalier. Voilà. Donc, bravo. J'ai raison et eux sont nuls. Donc je m'amuse beaucoup depuis cette époque-là en parlant des nuls de la Banque de France parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Alors je veux parler tout à l'heure donc des agrégats monétaires M1. Oui. Rien que sur l'agrégat monétaire M1. Allez sur le site de la Banque de France. Ils nous expliquent qu'ils nous donnent les chiffres de M1. Oui. Mais ils nous disent, attention, ce sont les chiffres sans les billets. Et je ne comprenais pas. Je leur ai écrit. Je leur ai envoyé un email. Je dis, mais pourquoi écrivez-vous ? Alors, comme ils me connaissent, ils m'ont répondu très rapidement. Ils disent, vous savez, nous, on met en circulation des billets, mais c'est la BCE qui nous donne l'ordre. Oui. Nous, après, on ne sait pas ce que ça devient. Oui. Ça peut partir en Irlande, en Italie, en Allemagne ou ailleurs. On ne sait pas ce que c'est. Vous vous rendez compte ? Oui. Donc, ils mettent en circulation des billets, la Banque de France, les nuls de la Banque de France, mettent en circulation des billets, des milliards d'euros. Oui. Ils ne savent pas ce que ça va faire. Ils ne savent pas où ça va. Sans contrôle. Sans contrôle.
C'est complètement C'est dingue. tout le problème de la BCE, ça. C'est tout le problème des institutions européennes en général. C'est le problème de tous les Européens. On est actuellement, donc, la zone euro est victime de cette hypertrophie monétaire à cause des banquiers en question, à cause des dirigeants des banques centrales. Une monnaie, c'est la monnaie d'une nation, donc ça marchait très bien. Donc pendant tout l'après-guerre jusqu'en 2000, jusqu'en 1999. Donc l'Italie, l'Espagne, qui étaient nettement plus pauvres qu'actuellement, effectivement, ont eu une période de prospérité considérable. La France aussi, avec les Trente Glorieuses. Donc tous les pays avaient des taux de croissance très élevés, supérieurs à ceux des États-Unis pendant toute la fin des Trente Glorieuses. Jusqu'aux années 75, à peu oui, près. Et puis ça a continué encore après. Le taux de croissance était très important. Maintenant, donc, voyez ce qui se passe sur les derniers chiffres. Le PIB de la France a baissé de 0,3% en rythme annuel, donc d'une année sur l'autre. Et le taux de croissance de l'économie européenne, au dernier trimestre 2019, a été de 0,1%. Ben oui, en Allemagne, donc, en France, donc c'est moins 0,3%. En Allemagne, c'est 0%. Tout simplement. Et donc, globalement, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une création monétaire très importante. Là, on est au cœur même de l'économie. Voilà, donc ça, c'est le cœur nucléaire de l'économie. La monnaie, c'est le premier pilier des Reaganomics. Et ça, personne n'en parle en Europe. Il n'y en a qu'un qui comprend ces problèmes-là, c'est Pierre Jovanovic. Que j'invite assez souvent. Exactement. Alors, c'est très curieux parce que lui comprend très bien ces problèmes-là, mais il n'analyse pas les bilans. C'est vous qui faites les analyses. Voilà, moi je fais les analyses, mais lui, il sent ce qui se passe, mais c'est extraordinaire parce qu'il va beaucoup plus vite que moi, il comprend avant moi généralement, mais donc après il ne peut pas justifier, il ne cherche pas d'ailleurs. Vous fournissez la documentation, les analyses, etc. Bon, par exemple, récemment, quelque chose qui m'a surpris, il est allé au Liban. Oui. Ça m'a surpris. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai lu ses articles et puis, moi, je ne suis pas allé au Liban. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le site de la Banque centrale du Liban. Oui. Et là, on voit également une création monétaire absolument considérable. Et donc, eux aussi, les Libanais sont victimes de cette création monétaire du fait des banques libanaises et de la Banque centrale libanaise. Et alors, cher ami, nous allons arriver à la fin de cet entretien, mais là-dessus, le coronavirus, il va nous faire quoi, là? Il va y avoir une incidence ou quoi? Ou pas? Moi, personnellement, je suis réaliste, comme je vous ai dit. Je regarde, j'observe la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Le coronavirus, ou je ne sais pas quoi, le virus chinois en question. COVID-19. Le virus chinois. Qu'est-ce que c'est pour l'instant? C'est 3000 morts en Chine. La population, c'est 1,3 milliard au moins. Facile, oui. C'est rien du tout. C'est faible. Le nombre d'accidents, de morts, de Chinois qui sont morts dans des accidents de la route, c'est 20 000 par mois. C'est l'ordre de grandeur, à peu près. Par mois? Par mois. Ce qui fait 250 000 par an. Par an? Bon, d'après les chiffres qui circulent, on ne sait pas très bien ce qui se passe en Chine, mais disons que c'est de l'ordre de 250 000 morts par an, 20 000 par mois. Donc, à partir du moment où la plupart des Chinois sont chez eux, ils ne circulent plus, sont confinés chez eux. Le chiffre des morts va baisser considérablement. Donc, il y a au moins 20 000 morts qui ne sont pas morts, 20 000 Chinois qui ne sont pas morts dans des accidents de la route, et 3 000 qui sont morts de ce virus. Oui. On est gagnant, ils sont gagnants. Je vais être un peu complotiste, mais non. À qui profite le... Non, c'est moi qui le suis. À qui profite le crime, alors? Moi, personnellement, je pense que cette histoire de virus chinois, c'est exactement la même chose que le réchauffement climatique. C'est du pipeau total. C'est quelque chose pour faire peur aux gens, pour leur dire, mais attention... pour faire passer le 49.3 oui, ça permet par exemple en France de faire passer le 49.3 et tout. Et en fait, c'est surtout aux États-Unis, tous les ennemis de Donald Trump veulent que la récession qui va se passer aux États-Unis se passe avant l'élection présidentielle américaine, avant le mois de novembre. Et c'était cette récession qui devrait se produire
aux États-Unis, parce que donc là on n'a pas le temps de rentrer dans les détails et tout, mais il y a un cycle qui se développe et obligatoirement il y aura une récession aux États-Unis dans les mois qui viennent. Et cette récession sera provoquée par un tsunami bancaire en Europe. Donc il va avoir des conséquences aux États-Unis. Et donc les démocrates et tous ceux qui sont contre Donald Trump, et ils sont très nombreux. Et l'État profond américain. Donc ils veulent précipiter cette récession de façon à ce qu'elle se produise avant les élections présidentielles américaines du mois de novembre, parce que Donald Trump, pour l'instant, dit « mais votez pour moi, regardez, l'Amérique se porte très bien, il y a très peu de chômeurs, il y a une croissance absolument considérable grâce à la politique que je mène et qui défend les intérêts de l'Amérique d'abord ». Eh bien voilà, cher Jean-Pierre Chevalier, vous nous avez éclairé sur les banques et les banksters. Vous nous avez éclairé aussi sur des techniques que le grand public connaît mal, ce qu'on appelle l'effet de levier, par rapport aux fonds propres. Merci de vos éclairages et à une prochaine fois, parce que vous aurez certainement de nouveau l'occasion de nous expliquer bien des choses en matière bancaire. Merci pour votre clarté et votre capacité pédagogique. Merci au nom des téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Je traite tous ces problèmes-là sur des articles qui sont beaucoup plus documentés, etc. Chevalier.biz. Voilà. Et on ne peut pas le développer tout cela. Non, mais chevalier.biz, voilà. On peut y aller. Merci Jean-Pierre Chevalier et chers téléspectateurs, à très bientôt.